Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence des sociétés historiques de Montréal et de Québec et aussi des éditions du Septentrion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crime, un assassinat commis au XVIIe siècle. La victime s'appelle René Robert Cavelier de la Salle. Bon, les circonstances de cet acte sont bien connues. Il a été mis à mort le 19 mars 1687 par un de ses compagnons de voyage, lors de sa dernière expédition pour retrouver l'embouchure du Mississippi. Cavelier de la Salle est un explorateur français, pour le moins fougueux et audacieux, qui n'en est pas à son premier voyage. Il s'est lancé dans une quête éperdue de territoire. Au centre de l'Amérique du Nord, depuis les Grands Lacs canadiens jusqu'au golfe du Mexique. Sa dernière expédition, plus ambitieuse que les autres, marquera sa fin, mais laissera en suspens un grand nombre de questions. Pour tenter de répondre à ces interrogations, pour mieux saisir la portée de la mort de cet homme, nous nous tournons ce soir vers l'historienne Raymonde L'Italien. Bonsoir Raymonde. Bonsoir. Raymonde L'Italien vient de sortir un ouvrage chez Septentrion pour donner un nouvel éclairage sur ce qu'elle qualifie d'affaire d'État. D'ailleurs, le titre, c'est « La Louisiane, une affaire d'État ». Nous la recevons aujourd'hui car nous allons parler abondamment des deux textes qui composent ce livre, qui ont été rédigés par des participants de l'expédition. Il s'agit de Jean-Baptiste Minet et d'Henri Joutel. Je vous rappelle au passage que Raymonde L'Italien a écrit de nombreux ouvrages sur l'exploration de l'Amérique du Nord, en parallèle de son travail aux archives du Canada à Paris. Donc je me tourne vers vous, Raymonde, pour démarrer cet entretien avec une première question, puisque au centre de ce livre, il y a le personnage de René Robert Cavelier de la Salle. On a envie d'en savoir plus sur lui. Pourriez-vous nous le présenter, nous indiquer un peu ses origines et les premiers temps de sa vie en France? La Salle est née à Rouen, dans une famille de bourgeois, une famille de commerçants assez fortunés, et dans un environnement extra-familial aussi confortable. Il est né en 1643 et il a été élevé chez les Jésuites à Rouen d'abord, et ensuite il est allé à La Flèche, au noviciat, dans l'intention de devenir lui-même jésuite. Et surtout, son ambition, c'était de partir en mission à l'étranger, de préférence, comme il disait lui-même, chez les sauvages. Terme abhorré actuellement. La Salle manifestait déjà, durant son noviciat, durant ses études et son noviciat, il manifestait un caractère assez indocile, assez ambitieux aussi. Et étant chez les Jésuites, il n'est pas arrivé à avoir l'autorisation de partir en mission parce qu'on craignait son impétuosité, son indiscipline. Alors, il a fait un peu d'enseignement pendant 2 ou 3 ans, et puis il est sorti de chez les Jésuites en 1667, et il a décidé d'aller rejoindre son frère, son grand frère, qui était chez les Sulpiciens à Montréal. Alors, il prend déjà une option pour, disons, s'allier aux Sulpiciens dans ses voyages. Alors, il ne tarde pas, il sort de chez les Jésuites au printemps 67, et tout de suite à l'été, il s'embarque pour Montréal. Et là, il s'installe chez les Sulpiciens, qui lui attribuent une concession de terre qui correspond actuellement à La Salle, à la ville La Salle, et qui aussi prendra le nom plus tard, enfin ça faisait aussi partie du territoire, qui prendra le nom de Lachine, parce qu'il souhaitait traverser le continent pour aller à la Chine. Donc, il est arrivé vraiment à Montréal avec un esprit de curiosité et d'explorateur.
Très bien. Et justement, il va viser des territoires qui ont déjà été en partie explorés par deux personnages très célèbres que sont Marquette et Joliette. Est-ce que vous pouvez nous parler de leurs travaux, de ce qu'ils ont entrepris eux-mêmes avant Cavelier de la Salle? Oui, alors Marquette et Joliette, ils vont partir du côté à la recherche d'une voie navigable entre les Grands Lacs et le sud. On croyait à ce moment-là qu'il y avait une voie qui allait déboucher vers l'ouest, c'est-à-dire vers le golfe de Californie. Alors, Marquette et Joliette sont partis, mais en 72, juste avant le départ de Marquette, La Salle va déjà avoir l'occasion de faire lui-même un peu d'exploration, en particulier du côté des lacs, des Grands Lacs, des lacs Ontario. Alors, en très peu de temps après son installation, La Salle n'exploite pas sa propriété et en début 1669, donc à peine 2 ans après son arrivée, il décide de revendre sa propriété et d'investir pour un voyage d'exploration. Alors, il y a une chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces voyages d'exploration coûtaient cher, demandaient un équipement, demandaient d'avoir des partenaires, des compagnons. Il fallait les payer, il fallait les nourrir, il fallait les payer. Et ces voyages n'étaient très rarement entièrement payés par l'État, par le gouvernement colonial. C'était l'explorateur lui-même qui cherchait des capitaux et qui investissait. Donc, dans un premier temps, la vente de sa propriété lui a servi et il a obtenu des prêts de la part de négociants. Mais ce genre de fonctionnement exigeait aussi que l'exploration rapporte de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y avait à peu près un seul moyen de rapporter des revenus de ces expéditions, c'était en faisant la traite des fourrures, en faisant le commerce des fourrures. Et de faire bénéficier les revenus auprès des emprunteurs, des prêteurs. Donc, La Salle prépare cette exploration pendant une bonne année et il part en 1669. Il va y rester un peu plus d'1 an et il va trafiquer effectivement dans le sud des Grands Lacs, surtout du lac Ontario, en allant un peu plus à l'ouest. Mais le grand avantage qu'il tire de cette époque-là, c'est qu'il prend contact avec des nations indiennes sur place, dont les Iroquois, et ça peut nous étonner maintenant parce qu'on connaît la suite de son histoire. Finalement, il s'entend très bien avec les Iroquois et il apprend suffisamment la langue pour que, très peu de temps après, il est sollicité par le gouverneur Frontenac pour aller négocier une installation, l'installation d'un fort sur le bord du lac Ontario. Donc, il a cette première expérience et pendant ce temps-là, est arrivé l'intendant Jean Talon à Montréal, à Québec, et le gouverneur Frontenac, Jean Talon en 1670 et Frontenac en 72, et tous deux souhaitent vivement étendre le territoire de la Nouvelle-France. Donc, ils vont mandater dans un premier temps deux Canadiens, Louis Joliette et le jésuite Jacques Marquette, pour aller essayer de repérer cette voie navigable qui pourrait les conduire vers l'ouest, vers le sud-ouest. Alors, ils sont partis en 1672 et ils se sont allés jusqu'à l'embouchure, jusqu'au confluent du Mississippi et de l'Ohio, ce qui était déjà une très bonne distance. Et ils ont obtenu par la même occasion des informations sur la suite. Et la suite laissait anticiper que cette voie navigable pouvait se continuer jusqu'au golfe du Mexique et non pas vers l'océan Pacifique, mais ce n'était pas encore une certitude.
Donc, La Salle, pendant ce temps-là, lui, il va refaire des voyages en France pour soutenir son projet de reprendre l'exploration de cette voie navigable vers le sud. D'un point de vue stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un intérêt pour la France à s'établir sur ces nouveaux territoires? Est-ce qu'il y a d'autres puissances coloniales qui ne sont pas loin? Oui, maintenant, bon, dans un premier temps, justement, le secrétaire d'État à la Marine, Jean-Baptiste Colbert, qui gérait les colonies, il n'était pas très favorable à une expansion trop grande de la colonie. Il souhaitait plutôt que la population se concentre dans la vallée du Saint-Laurent, développe les terres et en même temps développe le commerce et des industries. Mais voyant la conjoncture internationale, la présence des Espagnols, notamment dans le sud du continent, et aussi les richesses dont les Espagnols faisaient état de ce qu'ils avaient ramené du continent, il s'est décidé à autoriser des expéditions. Par ailleurs, la position du roi n'était pas non plus étrangère à cette prise de position. Le roi Louis XIV, depuis qu'il était au pouvoir, n'avait fait que agrandir son autorité sur des territoires qui, auparavant, étaient sous l'autorité de l'Espagne. Donc, il y avait un conflit continuel, même après les signatures des traités de paix successifs. Il y avait un conflit continuel entre la cour de France et la cour d'Espagne pour la propriété ou le contrôle de territoire. Alors, quand quand il a su, en fait, ou que le secrétaire d'État à la Marine, Colbert, a pu l'en informer de cette possibilité d'étendre le territoire français en Amérique du Nord jusque dans la région des possessions espagnoles, c'est là que l'autorisation a permis, l'autorisation du roi et de Colbert a permis d'entreprendre cette exploration. Alors, en 1682, Cavelier de la Salle va prendre possession des fameux territoires et va donc initier finalement la Louisiane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et est-ce que finalement c'est ça qui va tout déclencher, l'expédition suivante? Oui, alors La Salle a pu entreprendre cette expédition grâce à celle de Marquette et Joliette auparavant. Et puis aussi, Cavelier de la Salle, pendant ces années-là, entre 1669 et 1782, Cavelier de la Salle a navigué et a fait le trafic des fourrures dans la région des Grands Lacs. Il s'est familiarisé avec les différentes populations autochtones et avec le territoire. Il a obtenu des informations de tout le réseau hydrographique du Mississippi, de l'Ohio, de la rivière des Illinois, en fait. Et il a contribué à la mise en place de certaines fortifications, de quelques fortifications. Donc, il y avait des points d'étape, des points de repère entre Montréal et cette région de l'Ohio et du Mississippi. Et c'est ce qu'il a fait valoir lors d'un de ses voyages en France encore. Et là, en France, il a eu le support de géographes curieux, en particulier Claude Bernoux, l'abbé Bernoux, qui était passionné de voyages et d'expéditions lointaines et qui a beaucoup soutenu La Salle auprès de l'entourage du roi.
Et donc là, cette fois, donc, Cavelier de la Salle, après avoir ouvert la Louisiane, donc là, quel est le prochain objectif? Qu'est-ce qu'il va proposer à Louis XIV directement? Alors, il a présenté d'abord ce voyage comme étant un acquis et surtout la certitude d'avoir que cette voie navigable conduisait jusqu'à l'intérieur des territoires espagnols. Donc, c'était un accès à la France, pour la France, de s'emparer de certains territoires. Ensuite, il y avait un autre argument aussi, c'est que cette voie navigable vers le sud permettait de diminuer la distance entre les colonies, la Nouvelle-France et les colonies françaises des Antilles. Et par la même occasion, de faciliter les échanges pour le commerce. Il se faisait déjà un commerce relativement important entre le Canada et les Antilles. Le Canada allait vendre, par exemple, du bois ou divers produits agricoles, et des Antilles, ils ramenaient du sucre, du rhum et autres produits des Antilles. Sauf que on connaît le problème de navigation dans le Saint-Laurent d'abord, un bon millier de kilomètres, et ensuite l'Atlantique avant d'arriver aux Antilles. Évidemment, une voie intérieure et une voie fluviale paraissaient beaucoup plus commodes pour la navigation et pour le commerce par la même occasion. Donc, quelle est l'idée de Cavelier de la Salle? C'est ce qu'il veut trouver, c'est la façon de relier donc, la France et l'entrée du Mississippi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis aussi de profiter de nouvelles possibilités de commerce. Parce qu'on a vite repéré sur le parcours du Mississippi l'existence d'animaux à pelleterie. Peut-être pas les castors parce quand on avait quitté la région des Grands Lacs, mais tout ce qui était buffle ou cervidés était aussi fournisseur de peaux pour laquelle il y avait une grande demande en Europe. Donc, ce serait un des principaux produits commerciaux à développer. Donc c'est ça qui a finalement permis cette dernière expédition, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel commercial vraiment qui valait le coup et qu'on pouvait financer cette expédition. Oui, mais c'était beaucoup aussi l'objectif politique de la France de s'emparer d'un territoire qui était revendiqué par les Espagnols. Les Espagnols, à ce moment-là, bon, d'abord, ils avaient déjà abordé sommairement cette région depuis plus d'un siècle, depuis la fin du XVIe siècle, et ils avaient installé quelques postes, peu nombreux, mais ils étaient surtout dans ce qu'on appelle maintenant le Nouveau-Mexique, dans le Mexique actuel, et aussi du côté de la Floride. Mais entre les deux, entre la Floride et le Nouveau-Mexique, et le Rio Grande, par exemple, il n'y avait pas d'installation espagnole. Et d'ailleurs, la cartographie de cette région était à peu près inexistante. Alors donc là, comment va se préparer, donc on est en 1684, comment va se préparer Cavelier de la Salle à cette grande expédition donc, qui va partir de La Rochelle, c'est ça, et qui va aller jusque dans le golfe du Mexique? Alors là, tout ce qui change pour cette expédition par rapport à ce que La Salle a fait depuis 1667, on est en 1684, tout ce qui change pour La Salle, c'est que ça va être une expédition par mer. Jusque-là, Cavelier de la Salle, lui, était entré au Canada par le Saint-Laurent, avait navigué dans la région des Grands Lacs, enfin surtout marché, parce que les voyages se faisaient à pied, en canot, et se faisaient à pied surtout l'hiver, parce que c'était plus facile de se déplacer en hiver que dans les broussailles ou dans les marécages durant l'été. Alors, c'est ce que La Salle connaissait, et c'est ce qu'il avait fait, et là, sans problème en quelque sorte. Durant toute cette période, qui fait plus d'une quinzaine d'années, dans les récits,
on n'a pas de mention des difficultés de caractère de La Salle. Au contraire, on va en parler comme quelqu'un de curieux, de dynamique, de tenace, de persévérant, mais on ne parle pas on n'évoque pas ses difficultés de caractère. Mais là, le problème, c'est qu'il va voyager par mer. Il n'a jamais commandé un bateau. Tout ce qu'il a fait en bateau, c'est la traversée de l'Atlantique car il y avait un capitaine. Il ne connaît pas du tout la navigation de l'Atlantique, puis encore moins des Antilles. Alors, le roi, enfin le secrétaire d'État à la Marine, qui est à ce moment-là le fils de Colbert, Seignelay, vont lui adjoindre un commandant, un marin de carrière, le Gallois de Beaujeu, Tanguy le Gallois de Beaujeu. Alors, c'est un marin qui a déjà une bonne carrière derrière lui. Et ce qui est une anecdote qui n'est pas négligeable, le Gallois de Beaujeu est le fils du valet de chambre de Marie de Médicis, de la Reine-Mère. Évidemment, cette proximité avec la cour n'est pas étrangère à la nomination. Ceci étant dit, personne ne remet en question la qualité professionnelle de marin de Beaujeu. Et bon, alors le roi fournit une frégate, le Joli, qui est une grosse frégate de plus de 40 canons, une frégate importante de 450 tonneaux, et 3 autres bateaux de moins d'importance. Alors, le roi, la cour, paie environ la moitié des frais d'équipement. La Salle doit trouver tout le reste. Alors là, il va emprunter dans son entourage, il va retourner à Rouen, il va réussir à obtenir les crédits. On lui fait confiance, et il est apparemment convaincant, et il laisse miroiter la possibilité de revenus dus au commerce qu'il mettra en place. Donc, l'expédition va partir, les 4 bateaux vont partir en 1684, à l'été 1684. Il va y avoir un peu de problèmes au départ. Un bateau, le Joli, va perdre son mât. On va être obligé de revenir à la base, réparer le mât. Le Beaujeu se fait faire des reproches à cet égard. Apparemment, à ce moment-là, le ministre, le secrétaire d'État à la Marine, Seignelay, a beaucoup plus d'estime pour La Salle que pour Beaujeu. Et d'ailleurs, Beaujeu doit être à la disposition de La Salle. Il a été sollicité pour tout ce qui était question de navigation. Mais il doit obéir aux ordres de La Salle. Puis, il y a une chose un peu étrange dans cette mise en place, dans ce départ, c'est qu'on demande à Beaujeu de conduire le bateau où La Salle l'enverrait, mais sans savoir où. Il y a un secret sur la destination de l'expédition. Est-ce que c'est La Salle qui l'a demandé? Est-ce qu'il l'a demandé par précaution parce que lui-même ne connaissait pas bien la route? Mais ce sera déjà une source de malentendu et une source de frustration parce qu'évidemment, un capitaine de navire de la qualité de Beaujeu qui doit conduire une expédition sans savoir où aller, c'est quand même assez gênant. Donc, il y a une indisposition dès le départ entre ce double commandement, d'ailleurs un double commandement qui est aussi inhabituel dans une expédition maritime. Un capitaine de navire, selon le dicton, est maître après Dieu, mais s'il ne sait pas où il va et s'il doit obéir aux ordres du chef d'expédition qui lui-même ne connaît pas la route,
Voilà, il y a ce malentendu dès le départ qui va poser problème. Donc là, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans vraiment votre livre, La Louisiane, une affaire d'État. Le livre, en fait, se compose de deux parties. On commence avec le récit de Jean-Baptiste Minet, donc un ingénieur dont on va longuement parler, et puis il y a ensuite celui d'Henri Joutel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont deux personnages vraiment très différents et plutôt opposés. Donc, on va commencer avec le récit de Jean-Baptiste Minet. Comment on a retrouvé ce récit? Qu'est-ce que vous avez fait pour le retranscrire? Quel a été votre travail à ce sujet? Le récit de Jean-Baptiste Minet, bon, d'abord, dans le livre, on ne reproduit que la partie concernant le voyage de 1684-1685, parce qu'il est rentré en France en 85. Mais le récit complet de Jean-Baptiste Minet comprenait aussi le récit du voyage précédent de La Salle. Alors, ce document a été en vente chez un antiquaire et il a été acheté par les Archives du Canada en 1981. Et c'était un document qui avait circulé des mains d'un antiquaire à l'autre. En fait, en lisant le document, on comprend un peu comment il n'a pas été intégré dans les fonds officiels de la Marine. C'est que Jean-Baptiste Minet, qui était un ingénieur du roi, c'est-à-dire un ingénieur affecté surtout à la construction des fortifications. Et il avait une bonne carrière d'ingénieur. Quand il a été quand il a été embarqué sur le Joli avec Beaujeu pour aller faire partie de l'expédition, il avait comme mandat de procéder à la direction des constructions de fortifications en Louisiane. Alors, Minet, qui est rentré avec Beaujeu une fois qu'ils sont arrivés dans le golfe du Mexique, il n'a pas voulu rester pour la construction. Eh bien, au retour, il a été emprisonné à la tour de La Rochelle pour avoir quitté ses fonctions. Et c'est là qu'il a écrit son récit. Et il avait déjà pris des notes sur le bateau. Il avait eu le récit de marins qui avaient accompagné La Salle au moment de l'expédition de 1682. Alors, il a repris le récit de l'expédition de 1682, ainsi que de celle de 1684. Et je reproduis ici uniquement celle de 1684. Alors, évidemment, Minet, il soutenait beaucoup son patron Beaujeu. Il avait beaucoup de griefs beaucoup de critiques contre Cavalier de La Salle. Et comme il a été emprisonné à la suite de cette infidélité, de cette désertion de l'expédition, eh bien, il est très amer. Et si son récit en lui-même, qui probablement correspond à des notes qui ont été prises au cours du voyage, son récit où il rapporte exactement les mouvements du navire, des vents, les profondeurs d'eau, la description des territoires, c'est absolument professionnel et neutre. Par contre, tout ce qui est relations humaines, c'est très tumultueux. Donc, il est amer, il est mécontent de la tournure du voyage, et en prison, il écrit probablement la suite du voyage et ses propres réflexions et interrogations où il ne dit aucun bien de La Salle. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, il est même assez violent dans ses propos. Je vais vous en lire un passage, mais d'abord, racontez-nous, en fait, vous avez retranscrit ce texte, mais est-ce que vous avez gardé vraiment les mots d'origine ou vous avez un peu modernisé le langage? J'ai transcrit le texte en conservant les mots d'origine, le rythme de la phrase, la place des mots dans la phrase,
Mais la seule chose que j'ai modifiée, c'est rectifier la ponctuation et aussi ajouter des majuscules quand il en fallait. Alors, j'ai aussi fait des paragraphes, mais je n'ai pas modifié les phrases, dans l'ordre des phrases. Donc là, je vais vous lire un petit passage qui donne une certaine idée de l'ambiance qui règne au cours de l'expédition. Donc là, donc c'est un paragraphe que vous avez appelé « Méfiance entre l'ingénieur Minet et La Salle ». Monsieur de La Salle avait toujours 5 ou 6 espions sur le pont. On ne pouvait dire un mot qui ne fût interprété mal à propos. Pour moi, comme monsieur le marquis de Seignelay m'avait ordonné de lui obéir touchant ma commission d'ingénieur et ayant des mesures à garder avec lui, joint aux promesses qu'il m'avait faites que je devais être riche à jamais, je ne disais mot et tâchais d'adoucir son esprit qui s'aigrissait pour un rien. Mais je ne fus point exempt non plus que les autres. Il dit que j'étais un espion de ses actions, que l'on m'avait envoyé avec lui pour voir entièrement ce qu'il ferait, que c'étaient ses ennemis qui m'avaient donné à monsieur le marquis de Seignelay pour m'en aller avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend à travers ce passage? Comment vous expliquez cet antagonisme aussi fort? Comment La Salle en est venue à se méfier autant d'un de ses principaux participants? Je crois que le point de départ, on l'a signalé tout à l'heure, c'était le secret et le fait qu'on lui impose un chef, hein, c'est-à-dire au moins pour la navigation. Et alors, et aussi, ajoutons que, étant donné qu'il y avait 2 chefs, ce n'était pas La Salle qui avait choisi ses partenaires. C'est peut-être ce qui explique que jusque-là, on n'avait pas signalé vraiment de désaccord entre La Salle et ses compagnons d'exploration. Et là, avec l'expédition, avec les engagés de Beaujeu, il n'a que des désaccords. Alors qu'avec ceux qui l'accompagnaient depuis déjà plusieurs années, apparemment, tout se passe bien. Mais ça, on le voit dans le récit de Joutel par la suite. On va en parler après. Donc là, où est-ce qu'ils en sont en fait? Ils vont arriver dans le golfe du Mexique, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'ils arrivent à trouver l'embouchure du Mississippi? Alors, ils vont arriver dans le golfe du Mexique. Ils vont s'arrêter d'abord à Saint-Domingue, où il y a une colonie française. C'est d'ailleurs l'intendant Bégon qui est là. Et ils vont s'arrêter et ils vont essayer d'obtenir des informations sur justement le Mississippi, et qu'on appelle le fleuve Colbert. Mais personne ne peut leur en donner. Le problème, c'est que les Espagnols n'ont pas fait de carte. En fait, ils n'ont pas vraiment exploré cette région-là. Les Français n'y sont pas allés. Et La Salle est le premier, vraiment, à essayer de s'y rendre. Donc, Beaujeu était déjà allé aux Antilles. Il connaissait la région. Lui-même ne connaissait pas du tout le golfe du Mexique. Donc, ça crée, là encore, ça crée une tension, une inquiétude et vraiment un malaise. On va vers un endroit qu'on ne connaît pas. Sans compter la crainte des Espagnols. Et en quoi c'est difficile de trouver l'embouchure du Mississippi? Est-ce qu'il y a vraiment une difficulté technique pour l'identifier quand on est dans le golfe? La difficulté principale, c'est l'embrachement, un embranchement extrêmement démultiplié. Il y a je ne sais combien de bras à l'embouchure du fleuve du Mississippi. Il semble que ce soit, avec le Mekong, les deux fleuves sur la planète qui ont des embranchements aussi étendus. Et c'est bon. Personnellement, j'ai pas navigué dans le golfe du Mississippi, mais j'ai fait la route entre la Floride et le Texas, jusqu'à la baie de Matagorda, justement. Et effectivement, on traverse des ponts sans arrêt. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les ponts? Eh bien, il y a des marais.
Il y a des marais, c'est un terrain marécageux, c'est sableux. On le sait bien avec tous ces marais de la Louisiane où les Acadiens se sont installés. Et alors, il faut se rappeler aussi que la Salle était arrivée à l'embouchure, à l'intérieur de ce qui est actuellement la Louisiane, et à l'embouchure d'un des bras. Et que c'était à peu près au niveau de la latitude, c'était à peu près à 2 degrés au-dessus du littoral du golfe du Mexique. C'est beaucoup 2 degrés. Donc, il ne retrouvait pas l'endroit. Il savait bien que quand il était à l'endroit de l'embouchure où il a désigné le territoire du nord de Louisiane, il savait qu'il n'était pas encore sur la mer. Mais il ne savait pas à quelle distance. Personne ne le savait non plus. Donc, il n'avait qu'une chose à faire, c'est de chercher. C'est ce qui explique donc l'expédition va s'enliser et qu'ils vont commencer notamment, suite à des problèmes techniques, à manquer de vivres. Puis comme vous l'avez souligné, il n'y a pas une faune très abondante, ce n'est pas idéal pour se nourrir. Il y a aussi des autochtones qui sont présents et qui parfois vont chercher, ils vont rentrer en conflit avec eux. Donc je vais vous lire un second passage où vraiment là l'expédition commence à tourner, à prendre vraiment un aspect tragique. Parce que le paragraphe s'appelle « Les vivres manquent ». Les vivres s'en vont tous les jours. Il n'y a plus que de la farine et du vin. Il devait y avoir 200 soldats, il n'y en a que 100, et il en meurt 2 ou 3 toutes les semaines. Dans le lieu où il est, il n'y a que de l'eau de pluie, point de chose. Il dit que sa rivière est bourbeuse, les lacs sont beaux et clairs, bien salés. Donc là, c'est Minet qui parle de Cavelier de la Salle, qui cherche désespérément cette fameuse embouchure. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Minet était censé à la base venir là pour construire des forts. Là, on a l'impression qu'il n'est pas du tout en train de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau des vivres, il faut se rappeler, il faut savoir aussi qu'un des bateaux de l'expédition, le Saint-François, qui était le bateau transporteur de vivres, a été pris par des corsaires espagnols au large de Saint-Domingue. Ça représentait 25 tonnes de vivres. Donc, c'est déjà une des premières raisons pourquoi on manque de vivres. Par ailleurs, c'est évident que la Salle, comme il l'avait fait quand il avait navigué autour des Grands Lacs, il comptait sur le ravitaillement auprès des Autochtones. Et là, il n'y avait pas d'Autochtones vraiment sur place parce qu'il n'y avait que des marais et ce n'était pas habité. Et donc, là, c'était un problème lié à l'ignorance de la configuration géographique et à la perte de ce bateau qui était considérable. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il va perdre encore un autre bateau qui va s'échouer, l'Aimable, et qui, là aussi, avait l'essentiel du ravitaillement qui restait. Pourquoi Minet refuse de venir construire un fort? C'est quoi pourquoi il n'accepte pas d'accomplir sa mission, en fait? Oh, il y a probablement plusieurs raisons. D'abord, pour un ingénieur, aller construire un fort sur des marécages, ce n'était pas forcément une perspective réalisable, premièrement. Et puis aussi, il y a ce désaccord qui s'est installé dès le départ et qui perdure. Ça fait un an, là, un an complet que ça dure. C'est beaucoup. Est-ce qu'ils sont très loin du bon endroit, finalement? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, à un moment, ils ont fait escale dans un des bras de l'embouchure du Mississippi. Ils y étaient. C'était le bras le plus à l'ouest. Et c'est là que, justement, comme la Salle ne retrouvait pas l'endroit où il avait été 2 ans auparavant, ils sont continués plus à l'ouest. Alors, ils étaient quand même à pas loin d'1 millier de kilomètres, plus à l'ouest. Donc les conditions, on l'a vu, donc il y a énormément de morts, l'expédition est vraiment embourbée. Là, on a ensuite
Beaujeu et Minet qui vont quitter l'expédition, qui vont partir avec plusieurs membres de l'équipe. Pourquoi La Salle les laisse repartir en France, en fait? Qu'est-ce qu'il a en tête à ce moment-là? Alors, pour Beaujeu, La Salle, d'ailleurs, lui fait une lettre de départ élégante. Et pour Beaujeu, La Salle considère, et il a probablement raison, que Beaujeu a rempli son mandat. Il devait le conduire par bateau au golfe du Mexique, à l'endroit où il retrouverait sa rivière, comme disait La Salle, et il l'a fait. Et une fois que La Salle, là, c'est dans la baie de Matagorda, au niveau du Texas, ils sont bien à l'ouest de l'embouchure du Mississippi, mais La Salle considère que maintenant, il est au sol, et là, il peut se débrouiller. Donc là, il veut s'établir durablement. Il veut s'établir, il veut installer sa colonie, la colonie là. Et puis, de là, en établissant la colonie, repartir vers rechercher le Mississippi. Alors, effectivement, il met en marche la construction d'un fort, le fort Saint-Louis, qui va pas durer longtemps, mais où il va laisser la petite colonie qui ne s'est pas, qui a survécu ou qui ne s'est pas évadé depuis jusque-là. Donc il reste assez peu de personnes en fait qui sont encore avec lui. Il y a eu plusieurs défections, il y a ceux qui sont rentrés en France. Sur les 320 qui s'étaient embarqués, il en reste 140. D'accord. Effectivement. Justement, alors pour poursuivre dans cette histoire, bien on va s'appuyer cette fois sur le récit d'Henri Joutel. Donc là, c'est vraiment une partie complémentaire, puisque là, on arrive à la fin de l'expédition. Lui est encore sur place, il n'a pas abandonné Cavelier de la Salle. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce personnage et pourquoi il est aussi attaché à Cavelier de la Salle? Alors, Joutel est aussi de Rouen, et c'était un proche de la famille. Et lui, il a une expérience de militaire. Alors, il s'est embarqué avec La Salle, apparemment par goût, par intérêt, peut-être par intérêt financier aussi, mais il avait au moins sa compétence de militaire, et il a été d'une fidélité absolue à La Salle jusqu'à la fin. Et donc, ils s'entendaient parfaitement bien tous les deux. Alors vraiment, à travers son récit, on a un autre versant de l'histoire, puisque lui, il a une vision beaucoup plus positive des actions de Cavelier de la Salle. On sent qu'il lui fait beaucoup plus confiance, il n'y a pas tout cet aspect méfiance et affrontement comme dans le récit Minet. C'est vraiment deux récits qui s'opposent totalement. Est-ce qu'il était connu déjà, ce récit de Joutel? Oui, le récit de Joutel était connu. Maintenant, la partie que je publie est la seule qui nous est restée de la main de Joutel. Ce qui était connu de récit de Joutel, en fait, le récit de Joutel, le premier, a été rédigé au retour de l'exploration, parce que Joutel a été un des rares à retourner en France à la suite de l'exploration. Et il a été rédigé à la demande du secrétaire d'État à la Marine pour le compte-rendu du voyage. Le rapport a été remis au secrétaire d'État à la Marine, mais au moment où il a, par la suite, quand d'Iberville a eu le mandat d'aller développer une colonie au Mississippi, on a confié le rapport à d'Iberville, et avec obligation de le rapporter. Et il n'est jamais revenu. Mais pendant ce temps-là, avant de confier le rapport à d'Iberville, on en avait fait des copies. Et les copies ont été faites par plusieurs personnes différentes qui apparemment ont eu aussi du mal à lire les textes de Joutel, ce qui fait que moi j'ai vu les copies, et les copies ont beaucoup de blanc. Et par moment, les copistes indiquent qu'ils n'arrivent pas à lire telle chose. De plus, les copies ont été conservées dans le désordre. Ils ne suivent pas l'ordre chronologique. Donc, les publications qui ont été faites à partir de ce manuscrit original ont été obligées de reconstituer le récit,
Ça n'a pas toujours été commode et ça n'a pas forcément toujours été d'une fidélité parfaite. Donc, même Joutel, qui a pu vérifier une publication qui avait été faite de son récit à partir de ses copies, il relevait beaucoup d'erreurs. Donc, comme ces récits-là ont été quand même repris et corrigés par la suite par un archiviste au 19e siècle, Pierre Margry, qui en général a fait assez l'unanimité des historiens. C'est probablement le plus fidèle au manuscrit original que nous n'avons pas. Et puis, ce manuscrit a été repris par d'autres par la suite, dont un autre archiviste français dans les années 1980, Étienne Talmit. Alors, ce sont des récits qui sont probablement fidèles sur le plan chronologique et fidèles aux événements. Mais si on veut vraiment saisir la réalité du personnage de Joutel et de Cavalier de la Salle et des compagnons à travers le récit, il faut retourner à cet original. En tout cas, à travers son récit, on perçoit tout à fait l'intensité qu'il y a dans l'expédition. On voit les paysages, on voit tout le drame en train de se nouer. C'est vraiment comme dans un roman, finalement. Et justement, l'apothéose de tout ça se situe vraiment au moment de la mort de Cavalier de la Salle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on a introduit la conférence avec ça? Ce fameux crime, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Oui, alors, au moment de la mort de Cavalier de la Salle, c'est qu'une toute petite équipe qui est en train de remonter du golfe du Mexique dans l'intention de rejoindre Montréal par les voies fluviales, si possible, mais sinon par terre. Et au moment ils sont 16 au départ du Fort Saint-Louis, sur la baie de Matagorda. Et ils sont obligés de chasser pour se nourrir. Ils n'ont pas d'autres aliments. Ils n'ont plus de bateau. Ils arrivent à négocier des chevaux pour porter leur bagages. Mais tout est source de difficultés et d'irritation. Non seulement ils ne savent pas où aller, et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils retournent vers le nord. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment y aller. Et ils sont démunis de tout, sauf d'encore de leurs armes pour chasser et des possibilités de se nourrir. L'un de ceux qui est le plus précieux dans le groupe, c'est le compagnon, Nika, un Chaouanon, qui accompagne le Cavalier de la Salle depuis 1669 et qui apparemment fait l'unanimité. Il est apprécié de tout le monde, Nika. Donc, il reste que malgré tout, à l'intérieur, ils sont tous déçus parce qu'ils espéraient tous aller là pour s'enrichir, pour avoir des territoires ou pour revenir avec une certaine gloire. Alors, là, ils sont obligés de revenir à pied vers Montréal. Il y avait une tension évidente et la tension se porte à ce moment-là sur le chef, forcément. Et lui-même, de toute évidence aussi, était exténué. Il a été malade, comme la plupart d'ailleurs, mais on signale plusieurs fois des maladies, des fièvres de la Salle. Mais malgré tout, ils avancent. Ils avancent. Ils avancent en se nourrissant comme avec la chasse. Alors, mais la tension est toujours constante. Chacun a quelque chose à reprocher aux autres, un grief quelconque précédent. Alors, l'événement qui a déclenché ce qui nous est rapporté l'événement qui a déclenché un massacre, ça a été à l'occasion après une chasse, au moment où on a eu à répartir les morceaux de viande entre les uns et les autres. Certains étaient mieux considérés que d'autres. Et celui qui
qui était à ce moment-là Moranget, qui avait un peu la responsabilité de la petite équipe qui était partie chasser, a décidé de se garder les meilleurs morceaux. Et les autres, ils en ont voulu. Ils ont dit qu'ils ont ressorti les anciens griefs qu'ils avaient contre lui et ils ont décidé de l'assassiner. Ils l'ont assassiné et pour que les autres, ils ont assassiné ceux qui étaient à sa faveur. Alors, il y en a assassiné 3 d'affilée, y compris Nika, le Chaouanon, celui qui savait le mieux chasser. Alors, là-dessus, Cavalier de la Salle, qui n'était pas avec eux, s'est inquiété de ne pas avoir de nouvelles au bout de quelques heures, au bout d'une demi-journée. Il a décidé d'y aller, d'aller voir. Et puis, quand on a vu arriver Cavalier de la Salle, on s'est dit, ça y est, il va nous attraper. Il va tous être, il va nous dénoncer. Et ils l'ont tué. Donc, ça a été une démarche de représailles, si je peux dire. Et là, ils se sont défoulés, si on peut dire, en insultant Cavalier de la Salle et en le méprisant et en se réjouissant d'une certaine façon de s'être débarrassé de lui. Donc, effectivement, c'est une fin horrible. Et donc qui va marquer la fin de Cavalier de la Salle et de son expédition. Est-ce que du coup, on peut considérer que cette expédition est un échec total ou il va rester quelque chose de positif de tout ça? Alors, les compagnons qui restent, il en restera 5. Il y en a qui vont s'arrêter en cours de voyage, mais il en restera 5 qui vont se rendre à Montréal, dont Joutel. Et le père Anastase Doué. Alors, ils ont voulu garder le silence sur la mort de la Salle dans un premier temps pour ne pas créer de panique. Et puis aussi, pour répondre à la question, pour essayer de faire valoir ce qui avait pu y avoir de positif dans l'expédition. Et entre autres, bon, la principale chose qui était positive, et ça faisait partie du projet, c'était la connaissance des lieux, qui là rectifiait, même involontairement grâce au récit de Minet, qui révélait quelle était la géographie des lieux, ce qui était la raison principale pour laquelle cette région n'avait jamais été explorée, était absolument inconnue. Donc, ça a été l'élément le plus positif. Ce principal avantage va donner lieu à une nouvelle expédition 10 ans plus tard, sous la responsabilité de Pierre Lemoine d'Iberville, et qui va y retourner à plusieurs reprises, et avec son frère, Lemoine de Bienville, qui va être considéré comme le fondateur vraiment d'une colonie, une colonie française dans la Louisiane. Et donc effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les travaux des différents compagnons ont servi à Lemoine d'Iberville qui a pu consulter ces documents avant de partir. Exactement, oui. Et justement, c'est le récit de Joutel qui a servi de base à ce voyage de Pierre Lemoine d'Iberville. Donc tout n'est pas perdu pour Cavalier de la Salle. Je voudrais savoir, tout au long du récit là, de Minet, on parle des Jésuites et de l'opposition de Cavalier de la Salle avec les Jésuites. Pourtant, vous nous avez expliqué qu'il avait été formé là-bas. Il a même failli lui-même devenir un Jésuite. Alors, comment on peut expliquer cette opposition? Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est Minet qui en fait trop? C'est quoi le problème? Il y avait une opposition en France entre les Jésuites et d'autres ordres religieux. Et ça, c'était connu. Et les Jésuites étaient aussi un peu une forme de crainte de la part de la cour qui appréhendait le pouvoir, même politique, que les Jésuites pouvaient exercer. Et alors qu'avec les Sulpiciens et les Récollets, on avait moins de problèmes. Disons que c'était peut-être la raison de base. Bon, ensuite, il y avait les raisons personnelles, comme j'ai déjà mentionné, comme Cavalier de la Salle avait été, en quelque sorte,
peut-être pas chassé, mais que lui-même s'était élevé contre les jésuites parce qu'il ne voulait pas l'encourager dans ses projets, et il ne gardait pas d'amitié envers les jésuites. C'est ce qui expliquerait donc cette opposition, très bien. Là, vous avez donc travaillé avec ces deux récits. Est-ce qu'il en existe d'autres, si on veut en savoir plus sur l'expédition, cette fameuse expédition? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit des choses là-dessus, qui étaient partie prenante de l'expédition? Il y a le récit provenant d'Anastase Doué, qui a été mis sur papier par Chrétien Leclerc. Anastase Doué, qui lui, semble-t-il, prenait des notes en cours de voyage, mais comme on pouvait s'y attendre, il les a perdus. Il s'est fait voler ses effets, mais il a raconté ensuite le voyage. Il y a aussi le récit de Jean Cavelier, le frère de Cavelier de la Salle, qui, lui, a remis un rapport au ministre en rentrant. Alors, c'est ce rapport au ministre qu'on a connu. Donc, ces deux récits sont complémentaires de ces deux-là? Oui, oui, et sont complémentaires, mais comme ces deux-là, comme surtout celui de Minet, on peut les prendre avec circonspection, en se disant qu'ils pouvaient avoir aussi une forme d'intention. Et c'est le cas, par exemple, du récit de Jean Cavelier, qu'on a soupçonné d'être peut-être un petit peu trop partial pour son frère, de façon à ne pas décevoir le ministre et éventuellement à encourager un règlement financier de l'expédition. Finalement, quand on referme votre livre, on ressort avec une impression qui n'est pas totalement négative sur Cavelier de la Salle, alors que souvent, c'est un personnage qui est fortement critiqué et attaqué. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous? Est-ce que c'était vraiment un des objectifs, pas de le réhabiliter, mais de lui donner une autre facette, quelque chose de plus positif? Ben, je souhaitais que, en tout cas, compte tenu de la façon dont il avait été vu, a été perçu, par ses contemporains, en particulier par les autorités qui lui ont confié des missions, je souhaitais essayer de comprendre pourquoi il avait été aussi bien considéré et pourquoi on lui avait confié des missions aussi importantes. Et je pense que, compte tenu de son caractère dont on a parlé, il reste que j'ai observé souvent que chez les explorateurs, on a souvent des personnages qui sont excessifs. Et certains finissent mal aussi. C'était le cas de Henry Hudson, qui a fini de la même façon que Cavelier de la Salle, et d'autres. Et aussi, pour certains explorateurs pour lesquels on a moins de griefs, on ne considère pas toujours que leurs explorations soient des réussites. C'était le cas, par exemple, des expéditions de Cartier, où il devait aller fonder une colonie avec Roberval, et il ne l'a pas fait. Sauf qu'il a contribué à faire avancer les projets. Et c'est en ce sens-là que je voulais présenter La Salle comme étant celui qui, grâce ou à cause de son caractère, a pu faire avancer le projet de la connaissance du continent. Et dans cette partie, qui représente quand même, cette partie qui a été fréquentée par Cavelier de la Salle, explorée, et ensuite prise en main par le moine de Bienville, cette partie représentait 14 États des États-Unis actuels. C'est immense comme territoire. Et Cavelier de la Salle est peut-être l'explorateur qui a fait entrer dans la zone d'influence de la France le plus grand territoire en Amérique du Nord. Et en ce sens-là, je trouvais que c'était important de présenter le personnage avec sa démarche et avec cette fidélité qu'il a toujours exprimée à respecter sa mission. La mission qui lui avait été confiée par le ministre, il n'était pas dénué de ses propres intérêts.
mais il a respecté sa mission jusqu'à la mort, autant qu'il était capable de le faire. Et sa mission a donné suite après à un maintien de cette présence, de cette influence, même plus tard, même dans notre période contemporaine, d'une marque française dans cette région. Tout à fait, et c'est vraiment fondamental de s'en souvenir. Et en tout cas, à travers votre livre que j'invite tout le monde à acheter et à lire, eh bien, on est vraiment, c'est un récit immersif, on est vraiment aux côtés de cette expédition, à la fois sur le bateau et sur la terre, on vit toutes les péripéties, c'est vraiment très enthousiasmant. Et puis il y a bien sûr toutes vos analyses qui permettent de mieux comprendre et d'aller encore plus loin, parce qu'on n'a pas pu évoquer tout ce soir. Mais en tout cas, vraiment, je vous invite à retrouver ce livre. Un grand merci Raymond, on vous retrouve bientôt à Montréal, j'espère. J'espère. À bientôt.